Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition aujourd'hui, 14e jour de guerre en Ukraine et un marché qui tente à nouveau un rebond assez spectaculaire d'ailleurs pour les indices actions en Europe à mi-séance. Vous aurez le détail des enjeux du jour dans un instant avec Alix Nguyen. Il faut noter qu'il y a peut-être des bougées importants de la part des Ukrainiens et des Russes sur le terrain diplomatique, même si on restera évidemment très prudent au regard d'une situation de conflit qui nous échappe en tant qu'investisseur ou observateur de la vie économique et de la vie de marché. Mais on notera quand même que le président ukrainien Zelensky semble adoucir sa position sur la volonté d'intégrer l'OTAN. Et pour la partie russe, on notera plusieurs communiqués en provenance du Kremlin ou du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui indique qu'il vaudrait mieux que les objectifs de la Russie soient atteints par la négociation et que le but de la Russie n'est pas de renverser aujourd'hui le gouvernement ukrainien. Voilà donc pour les dernières déclarations sur le front diplomatique et des marchés, je le disais, qui rebondissent fortement depuis quelques heures maintenant. Sur le front des matières premières, le scénario embargo se matérialise avec un embargo officiel décrété hier par l'administration Biden qui concerne donc le pétrole mais également les matières premières énergétiques russes en général. Un embargo que le marché avait déjà anticipé d'une certaine manière. Nous évoquerons la question pétrolière et énergétique au sens large dans un instant avec Alexandre Andlauer, analyste spécialiste des matières premières chez Kepler. Et puis sur le front économique, l'Europe se muscle et prête à lancer un nouveau programme de résilience, de soutien pour les questions de défense, pour les questions d'approvisionnement énergétique également. En tout cas, ce premier jet sera détaillé dans les prochains jours à l'occasion du sommet informel des chefs d'État et de gouvernement qui commencera à partir de demain à Versailles. L'Europe qui pourrait peut-être sortir un peu plus forte, un peu plus intégrée à l'issue de cette crise ukrainienne. Nous en discuterons avec Alain Duré, chef économiste de Goldman Sachs France, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Nouvelle tentative de rebond aujourd'hui pour les indices actions en Europe, un rebond qui est spectaculaire à mi-séance de près de 5%. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Paris et l'ensemble des places européennes rebondissent fortement et interrompent pour le moment un cycle de 4 séances de baisse d'affilée. Les marchés tâchent de se concentrer sur les espoirs d'une désescalade du conflit en Ukraine. Dans un entretien diffusé par la chaîne américaine ABC hier, le président Zelensky a affirmé s'être refroidi sur l'éventualité d'une adhésion de son pays à l'OTAN, et ce, après avoir compris que l'organisation n'était pas prête à accepter l'Ukraine. Il s'est aussi dit prêt à un dialogue avec la Russie quant au statut de la Crimée et des territoires séparatistes du Donbass. À noter que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, doit se rendre en Turquie aujourd'hui afin de discuter avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. Les effets inflationnistes des sanctions occidentales contre la Russie provoquent déjà des problèmes d'approvisionnement. Moscou a mis les Européens en garde en menaçant d'arrêter ses livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1. À cet effet, la BCE rendra sa décision demain et puis ce sera au tour de la Fed la semaine prochaine. Pour l'heure, l'embargo décidé par les États-Unis semble avoir été intégré dans les cours. On rappelle que Londres a emboîté le pas de Washington sur le pétrole russe, annonçant cependant une réduction progressive de ses importations jusqu'à la fin de l'année en épargnant le gaz et le charbon. Le baril de Brent se stabilise juste au-dessus des $128, au-dessous du pic de près de 14 ans atteint à 139,13 lundi. À noter que sur le plan des statistiques, les stocks hebdomadaires de pétrole seront dévoilés à 16h30. En préouverture, l'indice S&P 500 progresse. L'indice parisien se trouve quant à lui porté par des achats à bon compte sur les secteurs récemment bien amochés. Quasiment tous les compartiments européens sont en hausse. L'indice Stoxx des banques signe la meilleure progression. Même ambiance pour le secteur automobile. On retrouve en tête de l'indice parisien Renault, dont le titre bondit fortement. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
Enjeux et conséquences de l'embargo américain sur le pétrole et autres matières premières énergétiques russes. Nous en discutons pour entamer cette émission avec Alexandre Andlauer qui est avec nous par téléphone, analyste senior chez Kepler. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. On discute de cette situation depuis 2 semaines maintenant avec vous. L'administration Biden ne fait que prendre acte d'un embargo qui existait déjà de fait de la part des opérateurs de marché. Est-ce qu'on peut le dire comme ça aujourd'hui, Alexandre ? Oui, parce on voit effectivement qu'il y a de moins en moins d'acheteurs sur le pétrole. Alors c'est vrai que ça rajoute quand même une pression sur les marchés pétroliers, mais dans une moindre mesure, dans le sens où ce sont les États-Unis qui finalement sont le pays qui importe le moins de pétrole parmi l'ensemble des pays aujourd'hui qui mettent en place les sanctions. On parle d'un demi-million de barils par jour, et ça laisse aussi augurer qu'on a potentiellement un deal avec l'Iran qui pourrait se matérialiser dans les prochaines heures, prochains jours, et c'est la raison pour laquelle en fait Biden aurait aussi mis en place cet embargo à ce moment précis. Il a la garantie, Joe Biden, enfin la garantie, en tout cas l'idée que le retour de l'Iran sur le marché pétrolier permettrait de compenser peut-être, en partie en tout cas, la disparition d'une partie de l'offre pétrolière russe. C'est ça. Alors, si on parle juste de l'embargo américain, pour donner quelques chiffres, on parle de 0,5 million de barils par jour qui ne sont plus importés. En face, l'Iran peut potentiellement ramener 1 million de barils. Donc ça fait plus que compenser. Par contre, si on regarde effectivement l'image entière avec l'Europe, on n'arriverait pas à compenser tout ce qu'on risque de perdre. Je rappelle que d'après nos chiffres chez Kepler, on voit effectivement qu'il y a encore des exportations, mais les bateaux qui sortent des ports russes ne savent plus trop où aller. Et on pense qu'il y a 1,5 million de barils qui vont manquer sur le marché à la fin du mois de mars, donc dans une dizaine de jours. Vous voyez, en Iran, si on rajoute 1 million, il y a encore un demi-million de barils qui manquent. Donc, je ne suis pas certain que ce soit terminé sur les pressions du prix du pétrole pour les prochains jours et les prochaines semaines. Et donc, effectivement, vous le dites, ce qu'on a vu dans les prix va se traduire par une baisse de l'offre sur le marché physique. La Russie va devoir réduire ses exportations et donc réduire sa production de pétrole. C'est une évidence pour vous aujourd'hui, Alexandre ? C'est une évidence, et pour les marchés pétroliers, si on se focalise vraiment juste sur le pétrole, c'est une mauvaise nouvelle à moyen long terme. Parce que c'est jamais bon de stopper la production pour les réservoirs. On perd en efficacité. Les relancer, c'est compliqué aussi. On l'a vu pendant la crise du Covid, au moment de relancer tous ces puits-là, on repart avec un peu moins de pétrole. Donc on sait qu'on a aussi un problème de moyen long terme sur le pétrole russe. D'une, parce que potentiellement on va devoir arrêter la production à court terme, et deux aussi parce qu'évidemment tous les acteurs pétroliers internationaux se sont retirés du pays. Donc la seule certitude, c'est qu'on aura encore de la volatilité sur les marchés pétroliers, pas qu'en 2022, vraisemblablement tout le temps qu'on ait cette transition énergétique qui se met en place, donc potentiellement encore une petite dizaine d'années. Quand vous regardez les prix sur le marché aujourd'hui, Alexandre, $130 autour pour un baril de Brent ou de brut léger américain, est-ce que c'est déjà un premier niveau d'équilibre ? Quel est le plancher en termes de prix dans la situation actuelle ? Et est-ce qu'on a une idée de la limite avant d'atteindre le ciel peut-être ? Alors écoutez, je pense qu'on aurait pu atteindre ces niveaux sans la guerre en Ukraine, parce qu'on a un marché qui était déjà extrêmement tendu. On rajoute effectivement toutes les tensions qu'on a actuellement. Je pense qu'il y a encore du potentiel, malheureusement, pour les pays consommateurs comme le nôtre ces prochains mois. Donc, le sujet clé aujourd'hui sur les marchés, c'est de savoir à quel niveau de prix on vient vraiment baisser la consommation de pétrole. Et le sujet n'est pas simple, parce qu'on voit bien que les États vont sans doute vouloir d'une certaine manière subventionner bien sûr la consommation. Donc c'est ça qui laisse craindre qu'on ait vraiment besoin de prix du pétrole très élevé pour rééquilibrer le marché,
Un minimum, une fois de plus, me semble être à $150, mais c'est vraisemblablement au-delà de ces niveaux pour quelques jours, quelques semaines qu'il va falloir aller. Mais j'insiste, on pourrait très bien avoir une séquence ces prochains jours avec une première annonce de l'Iran qui vient faire baisser le prix du pétrole et finalement derrière se rendre compte que le marché physique, lui, aura un problème courant du mois d'avril et qu'à ce moment-là, on se fasse un peu rattraper sur les prix du pétrole. Un mot de l'équation gazière pour l'Europe avec alors un objectif ambitieux et sans doute nécessaire qui est celui de réduire drastiquement en un an, peut-être diviser par 3 la dépendance de l'Europe au gaz russe. Un mot peut-être sur l'objectif, encore une fois, qui est ambitieux et nécessaire, mais surtout la question du chemin, Alexandre. Est-ce que le chemin va être difficile, très difficile ? Est-ce qu'il est même réaliste d'imaginer qu'en aussi peu de temps, on puisse réduire aussi fortement notre dépendance aux fossiles russes ? Alors c'est extrêmement ambitieux, ça c'est évident, parce que nous, en regardant les terminaux d'import de GNL, on avait en tête qu'il fallait plutôt 3 ou 4 ans pour mettre en place une installation. Là, on parle de moins de 2 ans, donc on attend de voir, c'est ambitieux, tant mieux, mais ça semble effectivement très challenging. C'est évidemment le pire scénario pour la Russie, parce qu'en fait, on vient changer potentiellement l'espace de 2 ans tout ce qui a été mis en place depuis des décennies. Mais c'est vrai que ça paraît être un scénario très ambitieux. On verra si les acteurs sont en capacité d'y répondre. Merci beaucoup Alexandre, merci pour cet éclairage qui nous apporte évidemment des éléments d'analyse précieux. On suit ça depuis le début de la guerre en Ukraine avec vous, les conséquences sur les marchés de matières premières énergétiques. Alexandre Handlower qui était avec nous, analyste senior chez Kepler. Poursuivons la discussion sur le terrain économique avec Alain Duré qui est à mes côtés en plateau, chef économiste de Goldman Sachs France. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire, merci de me recevoir. Quelle est l'estimation la plus fiable à ce stade du coût économique des conséquences de la guerre en Ukraine pour un pays comme la France, pour une zone économique comme l'Europe? Que vous pouvez faire aujourd'hui, Alain? Alors tout d'abord, c'est une situation dramatique, donc l'analyse économique paraît bien dérisoire par rapport au drame humain, mais ce qui est important que vos auditeurs comprennent, c'est que l'embargo qui est fait vis-à-vis de la Russie, donc les sanctions occidentales et européennes en particulier, ont pour but d'isoler l'économie russe par rapport aux autres pays étrangers. Ce qui veut dire qu'on va bloquer les échanges internationaux, mais ça veut dire que la contrepartie va être aussi impactée par ce phénomène. Et c'est le cas de l'Europe. Il y a 3 canaux principaux que l'on voit dans notre analyse. Le premier, c'est ce qu'on appelle la balance de paiement, les échanges directs internationaux. Le deuxième, c'est les conditions financières. Et le troisième, c'est l'aspect approvisionnement de l'énergie. Alors, sur le premier aspect, les échanges import-export entre la Russie et l'Europe pour les biens et services est minime. C'est moins de 1% des exportations totales européennes. Au niveau financier, les banques, c'est localisé sur quelques banques, 3-4. C'est 66 milliards d'euros d'exposition, 0,25% de leur exposition totale. Donc, ce n'est pas non plus très problématique. Et il en est de même, d'ailleurs, pour les investissements directs étrangers et les investissements en actions et obligations russes, où là aussi, l'impact est très limité parce que ça avait fortement, l'exposition européenne sur ces aspects-là avait fortement diminué depuis 2014. Les premières sanctions contre la Russie liées à l'annexion de la Crimée. Le deuxième aspect, c'est les conditions financières. Alors, dans notre recherche chez Goldman Sachs, on a développé un indicateur qui s'appelle l'indicateur des conditions financières. Bien sûr, très suivi par les marchés. Et qui est une moyenne pondérée, finalement, entre toutes les classes d'actifs. Conditions financières, ça reprend les devises, les spreads de crédit, c'est une moyenne pondérée etc. entre le taux d'intérêt à court terme, à long terme, les spreads de crédit et le taux de change et évidemment les actions et les obligations. Donc là, ça s'est resserré. Déjà de pratiquement 25% depuis le début des tensions. Et c'est pas rien, parce qu'en fait, il faut que vos auditeurs comprennent que quand le prix d'une action baisse, c'est le coût du capital qui augmente. De même que pour une obligation, quand son prix baisse, pour l'entreprise qui veut investir par endettement obligataire, elle doit émettre plus d'obligations pour le même montant d'investissement. Donc là, c'est pas rien. Alors,
ce canal est plus important que le précédent. 25% de hausse, 25 bips, le point de base de hausse de cet indicateur, c'est 0,2 points de pourcentage de croissance en moins. Donc au lieu d'avoir 4,1 pour la moyenne de la croissance européenne cette année, comme on le pensait, c'est 3,9. Mais le troisième est vraiment le vrai sujet. C'est l'approvisionnement en énergie, puisque comme on le rappelait avec votre invité précédent, la Russie est le premier fournisseur de gaz pour l'Europe et le deuxième en matière de pétrole. Le gaz russe représente quand même 24% des importations d'énergie de la France et 40% pour l'Europe, c'est pas rien. Et là, évidemment, c'est le vrai sujet. Au jour d'aujourd'hui, avec la hausse de pratiquement $20 du prix du pétrole et l'augmentation assez forte du gaz depuis le début de l'année, on estime que l'impact négatif sur la croissance européenne est de 1,2%. Donc au lieu d'avoir 3,9, on aurait 2,7. D'accord, très clair. Et pratiquement 70 points de base de hausse sur l'inflation. En revanche, et là c'est vraiment le problème, c'est que si du jour au lendemain, on devait avoir un arrêt net de l'approvisionnement de produits énergétiques russes. Scénario rupture d'approvisionnement. Rupture d'approvisionnement, donc plus rien n'arrive. Là, on retirerait 2,2 points de pourcentage. Des 2,7 qui nous restent. Donc on serait à 1,7 pour la moyenne de la zone euro, mais attention, avec, et c'est ça ce qui est très important, une disparité très forte entre pays. On retirerait jusqu'à 3,4% de la croissance en Allemagne. Ça veut dire qu'on n'aurait plus de croissance en Allemagne, croissance zéro, si cet événement arrivait, avec évidemment 1,3 point de pourcentage supplémentaire pour l'inflation. Donc là, c'est le vrai sujet. Ouais. Effectivement, bon, on suit ça avec attention et toutes ces évaluations et ces projections économiques, évidemment, sont soumises au conflit et à la guerre qui continue de se dérouler depuis 2 semaines maintenant en Ukraine. Parmi les éléments de réponse que l'Europe est prête à apporter, donc l'arsenal de sanctions qui a été d'une rapidité, d'une ampleur sans précédent entre les alliés occidentaux, anglo-saxons et européens, et puis la réponse européenne également. Alors, ce que je comprenais, sur le plan budgétaire, on avait l'idée, là, depuis quelques heures maintenant, quelques jours, que l'Europe, forte de l'expérience pandémique, qui n'aura pas été inutile de ce point de vue-là, était prête peut-être à remettre un programme de soutien, un plan de résilience qui pourrait reprendre les modèles qui ont été utilisés pendant la crise pandémique. Donc on avait eu un programme SURE pour défendre l'emploi, permettre aux États de financer la défense de l'emploi pendant la période pandémique. On avait bien sûr le plan Next Generation EU, toujours là aujourd'hui, pour financer les investissements d'avenir. Visiblement, l'Europe prépare là aussi une nouvelle réponse budgétaire sur des enjeux de défense, de sécurité et d'approvisionnement énergétique. Ça semble être une nouvelle importante, Alain. Oui, tout à fait. Et en une phrase, pour répondre à votre question, je pense que l'implication de ce choc potentiel négatif sur la croissance, ça va être plus d'endettement public et donc plus d'Europe. Et j'insiste bien sur le lien de causalité sur la partie donc. Pourquoi ? Parce que la première réaction, je pense, va être de permettre au gouvernement d'utiliser leurs budgets nationaux pour s'endetter davantage et prendre des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des ménages, des entreprises. Donc on va avoir plus de dépenses budgétaires au niveau national. Ce qui, dans un premier temps, va obliger la Banque centrale européenne à décaler la mise en œuvre de sa normalisation de politique monétaire, puisque je rappelle, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est que les conditions financières se sont resserrées alors que la BCE n'a encore pas augmenté son taux d'intérêt. Donc ça, c'est assez important. Le deuxième élément, c'est que cet endettement supplémentaire, alors qu'on n'a même pas encore financé l'endettement de la dette Covid, cet endettement supplémentaire lié à la crise ukrainienne va également obliger les leaders européens à adopter à terme une politique de surveillance budgétaire plus accommodante, d'une certaine manière plus laxiste par rapport au passé. Et dans un premier temps, je ne serais pas étonné qu'ils décalent d'ailleurs ce débat d'1 an, puisque les règles sont suspendues jusqu'à la fin de cette année. Je pense qu'ils pourraient le décaler jusqu'à fin 2023. Et le troisième élément dont on ne parle pas, mais qui est très important, et qui d'ailleurs maintenant est très perceptible avec notre dépendance énergétique par rapport à la Russie, c'est la transition écologique et énergétique.
Pourquoi ? Parce que là, on s'attend dans les années qui viennent à un besoin d'investissement public pour accompagner cette décarbonisation extrêmement important. La Commission européenne estime qu'il faudra, à partir de maintenant jusqu'en 2030, pour arriver à l'objectif de 2030, c'est-à-dire moins de CO2, d'émissions de CO2 de 55% plus faibles que par rapport à 2019, par rapport à 1990, pardon. Oui. Elle estime que c'est un besoin d'investissement de 300 milliards d'euros, une fois et demie la richesse créée par le Portugal, chaque année. Donc d'ici 2030. Donc c'est pas rien. Non. Ça, les budgets nationaux ne pourront pas l'absorber. Alors c'est ça ma question, parce que dans votre analyse, je comprends quand même qu'une partie de ces dérives budgétaires rendues nécessaires aujourd'hui va quand même être supportée encore par les États et les budgets nationaux. C'est-à-dire, cette équation, plus d'endettement public et donc plus d'Europe, moi je pensais qu'elle allait se traduire à un moment par l'idée que l'Europe, en tant qu'institution supranationale, comme on l'avait vu dans la période pandémique, allait pouvoir continuer d'avancer vers l'idée d'un budget européen, pour dire les choses simplement, avec de vrais moyens, avec une vraie capacité d'action. À ce stade, vous restez prudent sur cette idée-là, Alain? Tout dépend de la séquence. Je pense qu'à terme, on va arriver à le plus d'Europe, c'est ça. Repenser à augmenter davantage le budget européen, etc. Mais ça prend du temps. Parce que les budgets nationaux, qu'est-ce qu'ils peuvent encore supporter? Quand bien même on suspend le pacte de stabilité et de croissance tel qu'il existe pour un an supplémentaire, avec une BCE, vous le dites vous-même, qui est aujourd'hui un peu cornérisée, dont on ne peut pas attendre qu'elle vienne soutenir encore plus la monétisation de la dette, pour dire les choses. Voilà, mais je veux dire, c'est ça, c'est garder une politique monétaire accommodante permet que, en fait, l'endettement public ne soit pas un problème à court moyen terme. Elle est beaucoup moins accommodante quand même déjà, la BCE. Aujourd'hui, de facto, on a un mécanisme, c'est assez mécanique, hein, c'est plus d'inflation et une croissance réelle décente, je vais dire. Ça garantit en fait, avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, permet en fait d'avoir une dynamique positive où la croissance nominale est plus haute, plus forte que le taux d'intérêt sur la dette publique, ce qui fait qu'en fait on a une décrue automatique de la dette publique sans même faire de l'austérité budgétaire. Donc c'est là où la BCE peut être cornérisée, comme vous le dites. Mais je pense que voilà, c'est une question de séquence. Je pense que la première ligne de défense, comme on l'a eu dans la première phase ce sont les budgets nationaux. C'est de dire plus de flexibilité sur les budgets nationaux. Au niveau européen, on réfléchit. Et puis probablement qu'on viendra avec une émission obligataire pour augmenter le budget européen. Mais ça demande beaucoup plus de temps que l'échéance de vendredi dont vous parliez. Beaucoup plus de temps pour discuter et de se mettre d'accord à 27. On a réussi à le faire déjà une première fois dans l'urgence. On a ouvert la porte en mai 2020. D'élargir un petit peu, tout à fait. Et donc, oui, cet outil de dette commune, on verra si on arrive à nouveau à se mettre d'accord sur un programme commun de dette commune européenne sur ces questions de défense et d'approvisionnement énergétique. Mais ça peut devenir un outil régulier, j'allais dire, dans l'arsenal et dans l'idée d'une Europe qui se muscle sur ces sujets-là aujourd'hui, qu'elle a peut-être un peu nié par le passé d'une certaine manière. En tout cas, c'est le vœu de certains pays, voire de beaucoup de pays, notamment les pays fortement endettés. Mais il y a deux choses. C'est que d'abord, on a le plan de relance européen Next Generation EU qui se met en place. Et on a beaucoup de poches de réserve dans le budget européen tel qu'il existe aujourd'hui. Je comprends. Donc, l'annonce qui a été faite hier par la proposition de la Commission européenne, c'est de dire on met les efforts ensemble. Si besoin, ils peuvent réallouer les lignes du budget. Mais je pense qu'à terme, le vrai sujet par rapport à, je disais, à investissement public, une fois et demie la richesse créée par le Portugal d'ici 2030. Et là, je pense qu'il y aura un sujet d'émission obligataire européenne. Ce qui est intéressant avec cette crise ukrainienne, cette guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, c'est qu'un certain nombre de pays, alors qui organisaient une forme de dissidence en Europe sur la question de l'état de droit, par exemple, on ne va pas se le cacher, Pologne, Hongrie, mais également sur des questions budgétaires, les États dits frugaux, ceux qu'on a appelés les frugaux. Certains de ces États se retrouvent aujourd'hui en première ligne face aux conséquences de la crise ukrainienne. Et on sent qu'il y a quelque chose de plus facile, peut-être politiquement,
à mettre en place au niveau européen. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, assez d'accord, parce que d'abord, quand on a eu la crise des réfugiés en 2015, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie étaient des pays qui ne jouaient pas le jeu européen, refusaient d'accepter des réfugiés. Aujourd'hui, pour des raisons géographiques, la Pologne accepte 1,5 million de réfugiés ukrainiens. On est à 500 000 pour la Hongrie. Donc, ils sont eux-mêmes touchés par cette crise. Et puis, je pense qu'aussi, à terme, ils voient l'intérêt, ou ils devraient voir l'intérêt d'être dans une union où on a un article 42 qui dit que si un pays subit une agression extérieure, il est du devoir de tous les autres membres de l'Union européenne de venir en aide à ce pays-là. Donc, je pense que ça va faire réfléchir pas mal de monde. De manière pragmatique, pour conclure cette entrevue, Alain, en termes d'investissement, quelles sont les grandes recommandations là, que Goldman Sachs peut mettre pour ses clients aujourd'hui, en termes de stratégie d'allocation d'actifs, avec des marchés qui ont intégré déjà pas mal de choses négatives dans le scénario qu'on a pu évoquer. Quelles sont les recommandations à ce stade que vous pouvez mettre? Tout d'abord, j'ai envie de dire, Grégoire, à vos auditeurs, que les investisseurs ont raison d'être inquiets parce qu'on rentre dans une période d'incertitude assez élevée. En même temps, je ne veux pas jouer les Cassandres. Mon rôle, c'est d'essayer d'avoir une analyse aussi lucide que possible pour essayer de conseiller les investisseurs pour protéger leur patrimoine. Et dans le contexte aujourd'hui, si on est d'accord avec le scénario que j'ai élaboré, plus de dette publique, un décalage, la normalisation de politique monétaire, ça veut dire qu'on va rester avec une inflation haute. Et malgré des taux de croissance qui pourraient être partiellement protégés par des mesures budgétaires pour protéger le pouvoir d'achat et la croissance, finalement, on resterait en taux d'intérêt réel négatif. Ce qui veut dire actif risqué, pro-risque et action en particulier. Alors maintenant, avec les évolutions qu'on a, et d'ailleurs je suis assez d'accord avec l'intervention de notre analyste pétrolier. Ouais. Tout à fait, c'est que nous aussi, on pense que le prix du pétrole continuerait à augmenter à $135 d'ici la fin de l'année. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a une baisse relativement limitée de l'offre, mais on a une demande qui est assez forte et qui est d'autant plus forte qu'on a des soutiens budgétaires dans les différentes économies européennes. Donc il faudrait, pour rééquilibrer le marché de l'énergie, selon nous, il faudrait une forte correction de la demande. Oui, c'est ça. Et ça, on ne la voit pas venir. Non. Donc on va rester avec du pétrole et du gaz cher, qui va se stabiliser à terme, mais qui va créer de l'inflation. Et donc, dans ce contexte-là, on est surpondéré en actions, mais on est surpondéré dans, ce qui est sensible aux actions, aux secteurs qui sont sensibles à l'inflation. Donc, on pense en premier lieu, évidemment, à l'énergie. Tout ce qui est lié à l'énergie, les industriels et bien évidemment les énergies renouvelables, le digital et autres. En revanche, on reste prudent sur tout ce qui est actions liées aux produits et services de consommation et au retail, aux ventes au détail. Et alors, l'autre grand segment, évidemment, c'est les matières premières. On a revu notre prévision pour l'or à $2500 l'once. Ce qui nous laisse une marge encore un potentiel de hausse de $500. Merci beaucoup Alain, merci pour cette analyse macroéconomique et ces conclusions en matière de stratégie d'allocation d'actifs. Alain Duré qui est avec nous en plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, chef économiste de Goldman Sachs France.